Stéphanie, je vais te passer tout de suite le micro et peut-être une introduction très rapidement autour du sujet. Un sujet autour des aidants et plus de 11 millions d'invisibles. Dans le parcours de soi, ça fait quand même beaucoup de monde, Stéphanie. Vous avez été, vous êtes ou vous serez amené à être aidé ou aidant. On voit bien que cette problématique des aidants concerne à la fois le médical, le social, l'économique et le politique. En réalité, il s'agit d'un vrai problème de santé publique, d'un problème de société et au fond, d'humanité. Amaranta Bourgeois, vous êtes aidante, alors à vous l'honneur d'ouvrir cette matinale. Vous êtes également directrice des projets à l'association des jeunes aidants JADE. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager et à prendre ces fonctions à l'association ? Ce qui m'a amenée à m'intéresser à la question des jeunes aidants, c'est le fait que, et vous l'avez dit Stéphanie, je suis moi-même aidante. J'ai 4 enfants, ma fille aînée est polyhandicapée, avec une restriction extrême de l'autonomie, des problèmes d'épilepsie importants quotidiens. Et j'ai l'habitude de dire que lorsque le polyhandicap arrive dans une famille, de facto, c'est toute la famille qui devient quelque part aidante. Donc très vite, je me suis intéressée à la façon dont mes autres enfants, mes 3 autres filles qui sont nées après, puisque c'est ma fille aînée qui est polyhandicapée, comment elles pouvaient vivre cette situation avec une sœur si vulnérable, si dépendante, pour laquelle il faut évidemment tout faire, puisqu'il n'y a absolument aucune autonomie. De fil en aiguille, eh bien, je me suis documentée sur comment ces fratries pouvaient vivre avec cette situation et surtout éviter ce qui pourrait créer du mal-être, ce qui pourrait causer des difficultés, notamment des difficultés scolaires. Hein, quand vous avez une sœur qui ne dort pas de la nuit, forcément, ça impacte aussi votre propre sommeil, même dans une grande maison. Et voilà, donc j'ai lu beaucoup d'auteurs, psychiatres, sociologues, psychologues, sur cette fratrie. Et vers 2013, j'ai rencontré Françoise Ellien, qui a créé un dispositif qui s'appelle les ateliers Cinéma-Répit JADE en Essonne, qui, elle, constatant qu'il n'existait aucune littérature spécifique sur les jeunes aidants, a développé donc ce dispositif de répit, d'un temps de répit, un lieu d'écoute pour que les jeunes aidants puissent se rencontrer. Et j'ai trouvé ce projet très innovant et absolument génial. Donc, une de mes filles en a profité la première année. Et à partir de là, j'ai découvert aussi ces enfants qui sont aidants non pas d'un frère ou d'une sœur, mais d'un parent, une mère, un père, le plus souvent une mère, parfois des grands-parents, parfois de 2 personnes au sein de leur famille. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, voilà, il faut que je m'engage dans cette cause. Il y a clairement des besoins et il y a des situations qui sont très complexes et toujours invisibles. Voilà, elles sont ignorées. Et encore aujourd'hui, on parle maintenant de 11 millions d'aidants. On a toujours du mal à chiffrer le nombre de jeunes qui sont dans cette situation. On a estimé ce nombre à 500 000, mais je crois pouvoir affirmer que c'est une fourchette basse et qu'on est facilement dans le double, voire le triple. Notre seconde invitée est médecin de santé publique. Elle est aussi patiente. Il y a 1 an, elle a publié aux éditions de l'Observatoire « Aidants et invisibles ». En réalité, elle a jeté un véritable pavé dans la mare qui a suscité beaucoup de réactions et certaines prises de conscience. Hélène Rossineau, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous vous êtes intéressée aux aidants ? Je pourrais même dire pourquoi vous êtes passionnée pour la cause des aidants. C'est par le plus grand des hasards que j'ai découvert le sujet des aidants. Et en tant que médecin et en tant que patiente, ça pose quand même un léger problème parce que j'ai découvert le mot aidant au hasard d'un de mes stages d'internat. Mon chef m'avait demandé le premier jour quand je suis arrivée si je connaissais le monde du domicile. J'avais trouvé la question ridicule. En tout cas, je ne la comprenais pas. C'est dire à quel point je connaissais mal le monde du domicile. Pas du tout. Il m'a envoyé faire 2 semaines de visite avec les infirmières. Mais en fait, j'ai été surprise de découvrir qu'il n'y avait jamais le patient seul avec l'infirmière, qu'il y avait toujours au moins une 3e personne, un conjoint, un enfant. Quand je suis revenue au bout de 2 semaines, j'ai dit à mon chef, mais écoute, je suis surprise.
il y en a beaucoup qui sont en âge de travailler, mais ils ne travaillent pas, ils sont là pendant les soins, ils ont l'air de tout connaître à la procédure, de tout connaître par cœur. C'est qui ces gens? Et mon chef m'a répondu, il est gériatre, ça s'appelle des aidants. Il y a beaucoup de littérature en psycho et en socio sur le sujet, mais en médecine dure très peu. J'aimerais bien écrire sur les aidants. Et du coup, on a commencé au fur et à mesure par 10-15 entretiens pour la thèse. Et puis après, j'ai rencontré le collectif Je t'aide. Et j'en ai découvert beaucoup plus parce que c'était beaucoup plus vaste que l'HAD, bien entendu. Et c'était que le début de ma découverte. Et c'est vrai qu'en écrivant le bouquin 2 ans après, j'ai encore découvert d'autres aidants parce que j'ai découvert les jeunes aidants en écrivant le bouquin. Et surtout, j'ai été frappée au milieu de l'écriture du livre. J'avais du mal à marcher et j'ai eu besoin de l'aide de ma mère et de mon frère à ce moment-là. Et c'est arrivé pile au moment où j'écrivais sur les aidants. Et alors que ça fait 10 ans que je suis diagnostiquée, jamais je n'avais pensé que les membres de ma famille étaient des aidants. Remise en question totale au milieu de l'écriture du livre. Mais donc, il y a un vrai problème. Je me suis dit, c'est pas possible que ni les médecins ni les patients ne se rendent compte de qui sont les aidants et de ce qu'ils font. Et accessoirement, d'ailleurs, aucun membre de ma famille non plus ne s'était rendu compte qu'ils étaient aidants. Donc la prise de conscience était totale et c'est comme ça que tout a commencé. Olivier Maurice, vous êtes délégué général du collectif Je t'aide qui regroupe bon nombre d'associations. Vous venez de publier un plaidoyer pour défendre les droits des aidants sur le thème du répit. Comment et pourquoi avoir choisi ce thème du répit ? Le thème du plaidoyer, chaque année, est choisi par les aidants. On organise, nous, le collectif Je t'aide, une consultation auprès des aidants en ligne qui passe à travers les canaux de tous nos partenaires, des 30 structures membres du conseil d'administration et aussi de beaucoup d'aidants qui s'emparent de ce sujet. Et ce questionnaire permet de voter, permet aux aidants de voter pour la thématique qui les touche le plus. C'est vraiment un élan de démocratie qu'on essaye de porter dans cette association. En 2018, on a eu la thématique de la santé qui nous a été proposée par les aidants. En 2019, celle de la précarité. Et cette année, en 2020, les aidants ont choisi que ce soit le répit qui soit porté par l'association au cours de toute la mobilisation de l'année. Ça veut dire à quel point ce thème du répit est crucial pour les aidants. Au-delà d'un choix d'une thématique, les aidants, lors de ce vote, nous transmettent aussi leurs témoignages. Et dans leurs témoignages, une phrase revenait comme une litanie, c'est 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce sont ces expressions en fait, qui étaient vraiment prégnantes. Donc évidemment, ça renforçait la conviction qui était partagée par tous les membres du conseil d'administration qu'il fallait porter une action forte sur ce sujet. Cette demande des aidants a été faite avant la crise du coronavirus. On a fait une petite étude pendant le coronavirus pour essayer de quantifier, de qualifier l'impact de la crise du confinement sur les aidants. Le degré de charge ressenti a vraiment explosé. Et ce qui est sûr, c'est que si les aidants avaient besoin de répit avant la crise du coronavirus, aujourd'hui, ce besoin de répit a été multiplié. Il entraîne des risques de burn-out, des risques d'épuisement, sachant que les études de l'adresse aux alentours de 2008 ont montré qu'à peu près 20% des aidants, donc des 11 millions d'aidants, sont à charge lourde, c'est-à-dire avec un risque vraiment important de craquer. Face à ce besoin, quelle réponse est aujourd'hui apportée ? Il y a notamment un droit au répit qui a été annoncé par la loi Adaptation de la société au vieillissement fin 2015. Il est très vaste dans sa formulation, mais quand on essaye de voir qui y a droit et qui a réussi de fait à le prendre depuis qu'il est passé, pratiquement personne au final n'a pu avoir droit. Il y a aussi beaucoup de freins liés à la culpabilité, liés au parcours administratif aussi qu'il faut parcourir, au labyrinthe administratif pour obtenir des séjours. Donc le but de ce plaidoyer est de mettre en lumière ce problème, cette demande des aidants, et bien sûr de réfléchir à comment faciliter cet accès au répit qui est tellement crucial, tellement vital pour les aidants. Je finirai par dire rapidement que
Ce qui ressort aussi des témoignages du plaidoyer, c'est qu'on est face à une injustice et une inégalité flagrante. Ce droit au répit, je le disais, est difficile d'accès, mais au final, tous les droits sont difficiles d'accès pour les aidants. On a le droit de travailler, en théorie. On a le droit de partir en vacances. Là aussi, c'est en théorie. Parce que l'assignation est telle, le manque de reconnaissance est tel, que tous ces droits qui font le socle de notre égalité nationale, sont pas forcément accessibles pour les aidants. Alors justement, qui sont les aidants? Hélène, lorsque vous avez écrit votre livre, vous avez mené à un très grand nombre d'entretiens. Quelle est leur place dans le parcours de soins? Quelle est la frontière entre un aidant et un soignant? Et à quand la mise en place du parcours de l'aidant? Qui sont les aidants? Les aidants, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout le monde, c'est vous et moi. Ça peut être un enfant qui a 6 ou 7 ans, ça peut être une personne âgée qui a 95 ans, ça peut être une femme de 40 ans avec des enfants en bas âge et qui aide un parent ou un conjoint. On a vraiment tous les types d'aidants. Il n'y a pas de portrait robot. C'est la question qui revient à chaque fois. Peut-on faire un portrait robot de l'aidant? Non, absolument pas. Certaines situations sont complètement ubuesques. Quand on parle du vieillissement de la population et qu'on dit qu'il va y avoir de plus en plus de patients, oui, mais il va aussi y avoir de plus en plus d'aidants et certains aidants qu'on n'attend pas forcément. Je me souviens avoir rencontré un patient qui avait une petite soixantaine d'années, qui avait un cancer et qui a dû retourner chez ses parents parce que dans son petit studio à Paris, la prise en charge en HAD est extrêmement difficile, au 6e sans ascenseur. Je pense que vous imaginez la chimiothérapie au quotidien seul, comme ça, c'était assez compliqué. Donc, il est retourné chez ses parents de 90 et 95 ans qui se sont occupés de lui pendant 6 mois. Et il avait gardé beaucoup d'humour et il disait « mais c'est moi qui suis complètement dépendant et c'est eux qui ont l'aide pour l'autonomie ». Et on a vraiment tout un tas d'aidants auxquels on ne s'attend pas. Il n'y a pas que l'aidant type qu'on imagine qui est par exemple un parent vieillissant. Alors, la frontière entre aidant et soignant, normalement, on ne devrait même pas se poser question. Un soignant, c'est son métier. Il a un diplôme, il réalise des actes qui sont dans des textes de loi. Dans les faits, malheureusement, la séparation est quand même beaucoup moins claire. Surtout, et ça dépend aussi d'où on met la barrière de soignant. On a quand même énormément d'aidants qui réalisent au quotidien des actes que font des auxiliaires de vie ou des aides-soignantes. On a des aidants qui apprennent à piquer, on a des aidants qui distribuent des médicaments et on a des aidants, soyons très honnêtes, qui sont capables de poser un diagnostic assez facilement, en particulier quand c'est des maladies chroniques ou du handicap qui revient, ou du polyhandicap. Je pense qu'Amaranta, tu seras d'accord avec moi là-dessus. Je suis certaine que tu sais diagnostiquer une crise d'épilepsie. Oui. Voilà. Même poser une perf. Même poser une perf. La frontière est malheureusement assez ténue entre ce que font les aidants et ce que font les soignants parfois. Et pour moi, ça me pose un vrai problème. À la fois un problème technique, parce que demander à des personnes qui n'ont pas été formées pour ça de réaliser des actes de soignants, je trouve ça complètement aberrant. Et puis un vrai problème de culpabilité, parce que quand on n'est pas formé à réaliser l'acte, on a toujours peur de mal le faire. On a peur que la qualité des soins ne soit pas optimale pour son proche. On a peur de le blesser. On peut se blesser soi-même. Donc ça pose vraiment un nombre de problèmes incommensurables. On a des aidants qui deviennent des patients derrière parce qu'ils se sont blessés à cause de leur rôle d'aidant. Et alors, la question du parcours de l'aidant, il me reste 2 minutes, alors je vais faire mon maximum pour que ça rentre dedans. Les aidants ne sont pas du tout intégrés aujourd'hui dans le parcours de soins. Si on a de la chance, et ça dépend de l'aidant, si l'aidant est le conjoint, on a un tout petit peu plus de chance, ou le parent, qui puisse assister à des consultations. Mais encore une fois, là, ça dépend de l'âge du patient, parce qu'on peut être un parent mais d'un majeur. Si on est un parent d'un majeur, on se fait souvent mettre dehors des consultations. Si on peut assister à la consultation de diagnostic, on a une chance d'avoir quelques informations, mais c'est très médecin dépendant. Et en général, quand on est un jeune aidant, mais ça, Amaranta, je te laisserai le dire, même si on est dans la pièce, le médecin ne s'adressera pas du tout à vous. Alors, c'est vraiment très, très rare.
Et alors, si on n'est pas à la consultation, pour avoir des informations, bon courage. Les médecins ne sont pas formés du tout, les infirmières très mal formées, les aides-soignantes pas beaucoup mieux que les infirmières. On ne sait pas communiquer avec les aidants. D'ailleurs, on ne sait pas qui sont les aidants. Donc, on ne sait pas les inclure. On ne demande jamais leur avis. On se retrouve avec des retours à domicile. J'ai vu des situations ubuesques où on n'avait même pas prévenu le mari ou la femme que le jour même, le patient rentrait en hospitalisation à domicile et qu'il fallait donc réorganiser tout l'appartement, réorganiser l'emploi du temps, le travail, etc. Ils avaient oublié de prévenir le conjoint. Donc, je ne parle même pas des enfants ou autres. Les aidants sont complètement oubliés du parcours de soins. Donc, pour moi, non seulement il faut les intégrer dans le parcours de soins du patient, mais ils méritent un parcours à eux. Parce que tous les aidants n'ont pas les mêmes besoins. Certains ont besoin de soutien psychologique, d'autres ont besoin d'aide dans le labyrinthe administratif dont tu parlais, Olivier. D'autres auront besoin d'un vrai suivi sur leur propre santé. Ils méritent, comme le vrai parcours de soins, à partir du moment où ils entrent dans l'aidance, d'être suivis avec un programme personnalisé. Ça se fait dans certains pays, d'accord, c'est très rare, mais ça se fait dans certains pays. Si Taïwan peut le faire, on peut le faire aussi. Il n'y a pas de raison. Il y a des vrais programmes personnalisés de soins et de suivi pour les aidants à l'autre bout de la planète. Donc nous aussi, on pourrait faire un effort et les intégrer vraiment. Selon un sondage réalisé par la Fondation April en 2017, 63% des aidants ignorent eux-mêmes qu'ils sont aidants. C'est peut-être ce qui explique en partie, Olivier, le fait qu'en France, la reconnaissance des aidants soit très en retard par rapport à d'autres pays. Est-ce qu'on peut revenir sur les droits des aidants ? Quel est leur statut et quelle est leur reconnaissance aujourd'hui dans notre société ? C'est vrai que les chiffres de la méconnaissance sont encore aujourd'hui très hauts, mais il faut voir qu'on part de très loin. Il y a de ça seulement quelques années, les aidants étaient vraiment, vraiment inconnus, absolument invisibles. Ces dernières années, on voit au contraire qu'ils émergent vraiment. C'est le fait de multiples mobilisations d'associations, de décideurs politiques, de propositions ou de projets de loi, de livres comme celui d'Hélène, de l'action vraiment conjuguée de multiples personnes et structures. On a, nous, association Je t'aide, essayé d'embarquer les politiques lors des élections municipales autour de la question des aidants. Et on a eu d'excellents retours des candidats. Cette prise de conscience aussi de la part des politiques de la place des aidants progresse. On l'a vu notamment l'automne dernier, avec le plan aidant qui a été proposé par le gouvernement. On attend sa mise en place, si tout va bien, à l'automne prochain, mais on sera là pour se battre pour que ce plan aidant soit mis en place. Ce plan aidant, évidemment, à notre sens, est insuffisant par beaucoup d'aspects, mais on retiendra des avancées, parfois symboliques, très intéressantes. Notamment la rémunération du congé de proche aidant. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, on avait un congé de proche aidant qui avait été annoncé en grande pompe comme une formidable avancée sociale, sauf qu'il n'était pas rémunéré. Si des aidants ont choisi en 2019 que le thème de la mobilisation soit celui de la précarité, c'est bien que aider a un impact sur les finances. Donc, quand on propose aux aidants de s'arrêter de travailler, ça veut dire généralement qu'ils sont déjà une charge assez lourde et qu'ils aident depuis quelques années, s'arrêter sans solde, c'est juste impossible. Donc, cette première rémunération proposée du congé de proche aidant, qui devrait être actée à l'automne prochain, va vraiment, à notre sens, dans une bonne direction. Ça permettrait de faire un vrai pas en avant. Bien sûr, les montants sont très insuffisants à notre sens, mais quand même. On part en fait d'une reconnaissance minimale qui s'oppose à une place maximale, à une importance maximale des aidants. Hélène parlait tout à l'heure de ces gestes professionnels qui sont faits par les aidants. Cette étude qu'on a menée pendant la crise du coronavirus a montré que les aidants, dans une grande majorité des cas, ont remplacé les professionnels parce que les professionnels soit étaient confinés, soit étaient malades, soit ne pouvaient pas se déplacer, soit étaient dans les hôpitaux en train de gérer avec le personnel soignant les malades du coronavirus. Et quand on demande aux aidants ce qu'ils ont fait concrètement, on a eu plein de réponses qui nous disaient j'ai posé des cathéters. Cette différence entre une reconnaissance minimale et une importance maximale
elles commencent à sauter aux yeux de tous. On voit que les choses changent et je suis assez optimiste. On fait vraiment tout ce qu'on peut, les associations, les aidants, pour que le statut et les droits soient à la hauteur de la place et du rôle social des aidants. Amaranta, vous l'avez dit, on compte au moins 500 000 jeunes aidants en France. Comment est-ce que l'association JADE peut les accompagner, peut les aider à vivre ce quotidien quand ils voient parfois leur vie complètement chamboulée et qu'ils ont des responsabilités énormes à assumer? Un jeune aidant, c'est un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans. C'est donc un mineur. Pour la tranche 18-25 ans, on parlera plutôt de jeune adulte aidant. Il y a un petit distinguo à faire, puisqu'à partir du moment où on est majeur, on peut bénéficier des éventuels droits qui sont ou vont être accordés aux aidants. Pour ces enfants et ces adolescents-là, le quotidien, évidemment, est chamboulé par la maladie ou par le handicap, en tout cas par la perte d'autonomie d'un proche. Et bien sûr, les situations sont très, très différentes en fonction non seulement de la personne qu'on aide, la relation qu'on a avec cette personne, la relation qu'on a au sein de la famille, la composition de la famille. Ce sera très différent pour un enfant qui vit dans une famille monoparentale, seul avec sa mère, par exemple, que dans une famille de 6 où il y a un couple parental. La façon dont ils vont vivre les choses sera différente, mais l'aide apportée aussi va être différente. Alors, cette aide, elle consiste en quoi? Premièrement, et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est un soutien moral. Voilà, très clairement, ces enfants, ces adolescents apportent tous à leurs proches un soutien moral. C'est aussi une aide dans des choses très concrètes de la vie quotidienne, que ce soit faire les courses, le ménage, la vaisselle, aller chercher les petits frères et les petites sœurs à l'école, parfois les aider aussi dans les devoirs. C'est-à-dire tout ce qu'un parent très fatigué ou malade ou voilà, diminué ne sera pas en capacité de faire et qu'on trouvera plutôt cette aide assez naturelle. Voilà. Pour les enfants, en tout cas, ça peut leur sembler tout ce qui est de plus naturel. Ils grandissent avec et ils ont envie de faire plaisir dans leur entourage. L'aide apportée, elle peut aussi être aller chercher des médicaments à la pharmacie. Alors, ce qui est surprenant, c'est que voilà, on s'intéresse peu à cette population, mais quand on discute avec les pharmaciens, ils les ont bien évidemment repérés, ces enfants qui viennent chercher des médicaments, parfois avec des ordonnances très très longues. Voilà, il y a l'accompagnement également en chimiothérapie lors des consultations. Là encore, les enfants sont invisibles pour les soignants. On ne se trouve pas choquant qu'un jeune de 12 ans, au lieu d'être au collège, soit assis à côté de sa maman pendant sa dialyse ou sa cure de chimiothérapie. Et puis, pour 20% d'entre eux, ce qui est à peu près le même chiffre que pour les adultes, là, il y a effectivement des gestes de soins. Si c'est choquant pour des adultes aidants que d'apprendre à poser une perf, par exemple, eh bien, imaginez les réactions lorsqu'un enfant de 8 ans s'est activé le bolus de morphine, de la pompe à morphine pour soulager son parent. Donc ça, c'est des choses qui doivent interroger. Le dispositif JADE, il a été conçu vraiment en partant de l'expérience de terrain, notamment de Françoise Elien, qui dirige un réseau de santé qui se déplace donc au domicile, mais qui se déplace aussi dans les établissements médico-sociaux et dans tous les lieux de vie, y compris les centres d'hébergement de migrants, etc. Et en se rendant compte de la présence de ces enfants-là, on s'est dit que la première chose qu'il fallait leur offrir, eh bien, c'était un lieu pour parler, un lieu où ils pouvaient faire une pause dans cette vie qui parfois est quand même, comme vous dites, jonchée de difficultés, et venir nous dire ce qu'ils avaient sur le cœur, c'est-à-dire exprimer à la fois leurs craintes, leurs angoisses, mais aussi dire quelles sont leurs attentes par rapport à l'accompagnement qu'on peut leur proposer. Donc, tout notre dispositif et tous nos dispositifs d'accompagnement aujourd'hui reposent sur ça, sur la parole des enfants et des adolescents eux-mêmes. Ça, c'est extrêmement important parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on a parlé du répit là. C'est évidemment un besoin qu'ils expriment. Ils disent être fatigués, angoissés, souffrir de troubles du sommeil, de troubles de l'alimentation. Ils ont aussi exprimé, ils expriment régulièrement le désir d'être avec d'autres jeunes aidants.
parce que eux-mêmes taisent leur situation. D'abord, comme beaucoup d'aidants adultes, l'auto-identification du terme jeune aidant n'existe pas, très peu. Hein. Ils n'arrivent pas en disant « je suis un jeune aidant parce que je fais ça ». Comme l'aide apportée leur semble naturelle, ils sont le fils d'eux, le frère d'eux, la sœur d'eux, la petite fille d'eux, mais il n'y a pas cette identification, auto-identification du terme jeune aidant. Et ils ne parlent pas de leur situation dans leur environnement scolaire. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce que du coup, y compris dans leur vie scolaire, ils sont invisibilisés et ils s'auto-invisibilisent quelque part. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? D'abord parce que souvent à l'âge de l'adolescence ou de la fin de l'enfance, on veut rentrer dans le moule, on ne veut pas se différencier des autres. Donc on ne veut pas être moqué, hein, très clairement. Les moqueries sur ouais, ta mère elle est handicapée, elle est en fauteuil, nanana, c'est des choses qu'on veut évidemment éviter, s'épargner. Et puis aussi, pour certaines situations, la peur d'un placement, d'une séparation avec la personne qu'on aide. Parce qu'on sait très bien que le regard sociétal est dérangé. Parfois, on entend même parler complètement à tort d'inversement des rôles, d'enfants qui deviennent les parents de leurs parents. En réalité, non, personne n'est privé de son rôle. Le binôme aidant-aidé, c'est un binôme extrêmement complexe où le prime d'abord la relation à l'autre. Voilà. Et donc, bien sûr, il faut lever ses craintes. On travaille beaucoup avec les services de prévention et protection de l'enfance, c'est important. Et vraiment, l'idée de base, la philosophie de base de Jade, c'est de dire que notre regard d'adulte n'a pas à intervenir. C'est la parole qui est donnée à ces jeunes pour qu'on puisse mettre en place des dispositifs qui répondent réellement à leurs besoins. Pendant le confinement, les aidants ont vu leur charge s'accroître de façon considérable et le déconfinement ne semble pas plus facile. Pourriez-vous partager avec nous ce qui vous a semblé le plus difficile à vivre et puis aussi nous parler des innovations, des initiatives qui pourraient perdurer après cette période? Les aidants, souvent, ont, à travers les années, organisé toute une prise en charge complémentaire de la leur, de leurs proches, avec un réseau d'intervenants à domicile qui, au fil du temps, souvent d'ailleurs, se densifie. Des fois, on a des situations où on a 2, 3, 4 intervenants à domicile par jour, différents auprès d'une même personne. Donc, confinement oblige, ce système-là a été mis à mal et les aidants ont dû prendre le relais, j'en parlais tout à l'heure. Et si des initiatives ont été portées par des associations, elles ont subi des difficultés évidemment de mise en place qui s'appliquaient à tout le monde. L'interdiction de dépasser un certain périmètre, l'encadrement vraiment très rigoureux des contacts physiques, c'est tout à fait normal, d'autant que c'était aussi souvent demandé par des aidants qui sont proches de personnes qui très souvent sont immunodéprimées ou très fragiles et pour qui être atteint du coronavirus serait fatal. Donc, des initiatives, par exemple, de portage de repas, etc., ont parfois été maintenues et ont beaucoup aidé des aidants. Mais évidemment, c'est insuffisant par rapport aux besoins des aidants pendant cette période-là. Et c'est pour ça que, j'en parlais tout à l'heure, on a noté un tel degré d'épuisement et d'impact. Alors maintenant, quand on demande aux aidants, parce que c'est aussi une question qui a été abordée pendant l'étude, comment ils envisagent l'avenir et est-ce que cette crise peut, à leur sens, avoir amené une réflexion sociétale de grande ampleur et pas forcément sur le sujet de l'aide. On a été surpris de voir dans cette étude que un sujet qui revenait énormément, c'était celui d'une réflexion sur notre place et notre impact à nous humains sur cette terre et comment est-ce qu'on pouvait davantage être conscient de l'impact négatif qu'on pouvait avoir sur la nature. Donc, on a vu cet éveil de conscience qu'il va falloir creuser parce que peut-être qu'il s'agit d'une problématique plus large, quelque chose à fouiller. Donc, on sera très attentif à ça. La crise du Covid, elle a fait émerger beaucoup de choses.
D'abord, ce qu'on a mis en place, nous, au niveau de l'association, c'est évidemment, comme beaucoup d'associations, un numéro de téléphone qui permette à tous les jeunes aidants qui auraient besoin de soutien, d'écoute, d'entrer en contact avec nous. Et ça, je pense que c'était une réponse en urgence. Voilà, il fallait que ça existe. Ce dont on se rend compte, c'est que les jeunes qui sont déjà repérés, déjà accompagnés, soit par notre association, soit par nos partenaires, nos associations partenaires, ont maintenu le lien, ont eu besoin de maintenir le lien. Et nous avons évidemment maintenu le lien avec eux. Ça, c'était quelque chose de très positif et très important. Il y a tout un tas d'initiatives, de groupes, WhatsApp, Snapchat, Facebook, etc., qui font que les gens se sont soutenus et les jeunes se sont soutenus entre eux. Ça, c'est important. Pour autant, tous ceux qui ne sont pas repérés, identifiés comme étant jeunes aidants aujourd'hui, nous n'en avons pas entendu parler. Donc, en ça, je considère que c'était juste une réponse dans l'urgence. Aujourd'hui, il y a une priorité qui est, à mon avis, nécessaire, urgente même, vraiment urgente. J'attire l'attention de tout le monde là-dessus. Les enfants, les adolescents, évidemment, ont été confinés, ont parfois eu non seulement leur rôle d'aidant, mais ont basculé dans un rôle de soignant, on l'a dit. Mais évidemment, tous ces enfants-là, tous ces jeunes-là n'ont pas pu suivre et continuer leurs cours en ligne ou pu vraiment s'impliquer dans la poursuite pédagogique, dans tous les cours qui ont été dispensés en visio. Alors, pour plusieurs raisons, on a beaucoup entendu le ministère de l'Éducation nationale parler de décrochage. Je trouve ça une expression qui me déplaît beaucoup, autant pour les élèves que pour les profs. À aucun moment s'interroger sur les raisons de pourquoi est-ce qu'on avait perdu le lien avec ces jeunes, ou voire avec ces enseignants aussi, parce que je pense qu'il y en a aussi qui étaient dans cette situation-là. Donc, il y a urgence aujourd'hui à sensibiliser les enseignants, les assistantes sociales scolaires, les psychologues de l'éducation nationale, les infirmières scolaires, à mieux repérer et accompagner ces jeunes. On ne sait pas aujourd'hui tirer les leçons de la crise du Covid-19, parce que, d'abord, on ne sait pas si on en est complètement sorti. Mais ce qui me semble absolument fondamental, c'est qu'on puisse imaginer, si jamais il devait y avoir une nouvelle pandémie ou un nouveau confinement, comment est-ce qu'on peut mieux accompagner ces jeunes? Et bien pour ça, il va falloir déjà commencer très vite, à la rentrée, à préparer, à former, à sensibiliser tous les enseignants à cette question. Ça, pour moi, c'est l'urgence. Hélène, en vous suivant sur Twitter, on vous a vu parfois énervée pendant cette période de confinement, mais vous avez aussi observé des initiatives formidables. Effectivement, j'étais pas toujours de très bonne humeur sur Twitter ces derniers mois, je le reconnais. J'ai été extrêmement agacée de l'absence de présence du mot aidant et des aidants en général dans les discours politiques qu'on a pu entendre. Et là, c'est vraiment pas un point de vue ni politique ni partisan, mais qu'on puisse passer 10 minutes à débattre des horaires pour aller courir à Paris et des quartiers où on avait le droit d'aller courir, etc., mais qu'il n'y ait pas un seul mot pour les aidants qui étaient en pleine souffrance, pour toutes les personnes en situation de handicap, les malades chroniques, etc. Effectivement, ça m'a titillé un tout petit peu. Hein. Je vais dire ça poliment. Je ne comprends pas cet oubli. Je ne comprends pas comment le 23 octobre dernier, on a pu nous dire que les aidants étaient une vraie priorité, que c'était une urgence, une vraie problématique de santé publique, et que 6 mois après, quand ils ont vraiment, vraiment besoin de nous, pouf, plus personne, plus rien, plus un mot, rien. Donc effectivement, ça m'a agacée et j'en ai parlé sur Twitter et dans mon dernier petit essai. Mais j'ai aussi vu des réponses dans les territoires. Alors malheureusement, c'est toujours très inégal parce que quand on parle de territoire, un territoire peut faire des choses très bien et avoir des super initiatives et le territoire d'à côté, pas du tout. En particulier au niveau des départements. Moi, j'en ai retenu un dont on parle très très peu parce que c'est en Outre-mer et que l'Outre-mer est déjà complètement oublié en règle générale, mais sur la question des aidants, qui sont aussi très oubliés, c'est l'île de la Réunion. Le département de l'île de la Réunion et son groupement d'intérêt public de service à la personne
a formé en urgence les aidants qui en avaient besoin aux outils numériques et a mis en place tous les jours de la semaine un café des aidants, des groupes de sophrologie, relaxation, méditation en direct, une matinée santé pour pouvoir poser toutes ces questions sur le Covid, sur les pathologies de ses proches, etc. Une matinée vraiment groupe de soutien, groupe de parole, enfin tous les jours, il y avait une activité différente qui était proposée et ça a été extrêmement suivi par leurs aidants. Alors bien sûr, toutes les activités de répit et autres ont dû s'arrêter, mais c'est vrai que pour une toute petite équipe, parce qu'ils sont à peine 10, l'adaptation que j'ai vue de ce service public était assez remarquable. Donc il faut le noter aussi quand il y a des choses qui se passent bien. Et surtout, ils ont formé les aidants, parce que la question de l'accès au numérique reste assez compliqué et pas forcément numérique et pas forcément accessible pour tout le monde. Donc le fait de pouvoir réussir à expliquer par téléphone, de prendre le temps d'appeler les aidants, tous leurs aidants, de tous les recontacter, ceux qui le suivaient, et de les guider pour accéder à Zoom. C'est pas si facile que ça, Zoom. Hein. Pour nous, c'est facile, mais c'est pas facile pour tout le monde. J'ai trouvé ça vraiment remarquable. Ils ont tout fait pour que les aidants puissent être inclus au maximum et pour laisser le minimum de personnes vraiment sur le bord pendant cette crise. Merci à nos intervenants, merci à nos adhérents d'avoir suivi cette matinale que je vous propose de conclure sur une phrase d'Amarota. Si le système de santé était une plante, les aidants proches en seraient les racines, fragiles, vitales et invisibles. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. À très Merci bientôt. encore. Au revoir. Merci. Au revoir.